Bonsoir, nous allons commencer. Donc, l'idée était de vous parler un peu en ce moment du rôle des entreprises dans quelque chose qui s'appelle le dialogue, la concertation. Et donc, il y a un phénomène aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que on a tendance, et c'est vrai, la responsabilité de la concertation, du dialogue avec les populations, et naturellement du ressort de l'autorité publique. Mais nous, en tant qu'entreprise, on se retrouve de plus en plus impliqués dans ces activités. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on a tendance à développer des mécanismes, des processus, et quelque part, par souci d'efficacité, des mécanismes qui sont sincères et transparents. Et donc, on voulait vous montrer quelques exemples ce soir de ces expériences. Et vous allez voir, on va passer du Cameroun à la Mongolie, à la Turquie, à vraiment des choses très très différentes. Donc je voulais tout d'abord passer la parole à nos trois témoins qui vont exposer un petit peu leur expérience et un petit peu comment, de leur point de vue, se passe aujourd'hui cette responsabilité croissante de l'entreprise, cette professionnalisation de l'entreprise en matière de dialogue, en matière de concertation. Bien évidemment, ça se développe dans un souci d'efficacité, pour l'entreprise, mais également dans un souci d'efficacité en termes de citoyenneté. Donc la première expérience se situe au Cameroun et je vais laisser la parole à Philippe Miquel qui va se présenter et qui va nous parler un petit peu de son expérience. Merci Alexandre. Donc Philippe Miquel, je m'occupe de la filiale d'Engie au Cameroun, laquelle filiale développe un certain nombre de choses dans la production d'électricité, dans les services à l'énergie, mais aussi un projet d'usine de liquéfaction de gaz au sud-ouest du pays, dans une ville qui s'appelle Kribi, et qui fait le projet de cette usine de liquéfaction fait partie d'un complexe industrielo-portuaire qui est en devenir. Pour l'instant, un port en eau profonde a été construit. Et l'objectif, c'est de faire venir un certain nombre de projets industriels un peu structurants, sur lesquels d'ailleurs le pays souhaite baser un objectif d'atteinte de l'émergence à 2035. Bon, alors le projet que nous développons est un projet relativement important en termes d'investissement pour le groupe. C'est l'un, si ce n'est le projet d'investissement le plus important. C'est aussi un projet d'investissement très important pour le pays. Et on a choisi, alors pour l'instant nous sommes dans une phase d'étude, donc nous n'avons pas choisi, on n'a pas décidé d'investir pour l'instant. Ça dépendra du contexte des marchés, d'un certain nombre de choses, du contexte des marchés, du contexte de la demande en gaz. Le projet a pour but de produire du gaz naturel liquéfié qui sera vendu sur les marchés internationaux, mais aussi un volet local puisqu'il va produire du gaz domestique qui à peu près correspondra à la consommation du pays et donc qui apportera une indépendance énergétique de ce point de vue-là pour le pays. Donc nous n'avons pour l'instant pas décidé d'investir, mais nous avons choisi très tôt une démarche participative avec les populations locales pour différentes raisons. La première, c'est parce que d'abord il y a une régulation en place au Cameroun, environnementale, relativement stricte et qui oblige les développeurs de projets comme nous sommes d'intégrer les attentes des populations locales. Ensuite, parce que l'on considère au sein du groupe Engie qu'un projet accepté dans son environnement et accepté par les stakeholders et accepté par les populations locales est un projet qui a plus de chances de réussite. Et puis troisièmement, on est convaincu que dans les 70 pays dans lesquels nous opérons, l'attitude inverse qui consisterait à dire écoutez, moi je viens développer mon projet et puis après tout, peu m'importe ce que vous en pensez, est simplement pas dans notre ADN. Donc c'est une démarche participative qui a deux volets essentiels. On a choisi donc très tôt, encore une fois dans une phase où nous n'avons pas investi,
de mettre en place une arène, je vais utiliser ce terme-là, c'est un comité local de coordination dans lequel nous rassemblons les parties prenantes des communautés qui sont autour du site de développement du projet. Ces communautés sont très diverses. Il y a une problématique en plus assez spécifique d'un peuple autochtone au Cameroun qui s'appelle les Bageli, qui est un peuple pygmée, qui a donc un mode de vie relativement différent du peuple bantou, et qui est un peuple qui est, j'allais utiliser le terme de discriminé, c'est pas complètement le cas, mais enfin ils ne parlent pas la langue, ils ont encore une fois un mode de vie très différent, ils ont peu accès à l'éducation et globalement peu accès au métier, à l'emploi au Cameroun. Mais ils sont très tôt venus nous voir en nous disant mais on croit beaucoup à ce projet-là, on comprend que notre mode de vie va évoluer et on veut bénéficier des développements que vous faites. Mais il y a aussi dans les populations autour du projet des pêcheurs avec des contraintes particulières, des agriculteurs qui se sont structurés en tant que tels, des femmes qui ont aussi un pouvoir de décision sur le village très important. Voilà. Donc un comité de coordination qui avait pour objectif de rassembler toutes ces sensibilités avec pour nous un objectif majeur qui était avoir un endroit où ouvertement le projet avait la possibilité d'expliquer plus exactement ses contraintes. Quand vous développez une usine de liquéfaction de gaz, on va se le dire ensemble, il y a quelques contraintes. C'est un projet qui peut être, par certains côtés, un peu impactant. Pour autant, il était important pour nous qu'il y ait cette arène où on puisse expliquer ça aux populations, mais en contrepartie, que les populations viennent nous voir et nous disent bah, écoutez, très bien, mais nous, ce projet-là, on y croit, mais à une condition, c'est qu'on puisse en profiter, en bénéficier et qu'il y ait des retombées pour nous. Voilà, donc on voulait cette zone d'échange, donc ce comité de coordination qui existe maintenant depuis 3 ans, qui se réunit à pas de temps mensuel et qui a eu pour objectif de faire émerger des projets communautaires qui tenaient à cœur aux populations et pour lequel je dirais que le projet a été finalement un facilitateur, un enabler en anglais. Des projets très très divers. Les pêcheurs sont venus nous voir en disant ben, vous allez effectivement pendant la phase de construction de l'usine être impactant sur l'environnement marin. Nous, ce qui nous importe, c'est de développer notre activité en même temps, mais on voudrait le faire de façon beaucoup plus industrielle que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On comprend bien que la pêche à la pirogue, telle qu'on la pratique, pose des problèmes de productivité. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider, dans le cadre de votre projet, à industrialiser nos activités? Et donc, on est en train on a fait une première étude de faisabilité, et on est en train d'essayer d'identifier, de mettre en place des techniques d'industrialisation de la pêche, à la fois de la pêche en mer, mais aussi des techniques de transformation des produits de la pêche. Le deuxième sujet qui nous est remonté, c'est celui de l'accès à l'eau. Les populations du village n'avaient pas accès à l'eau, autrement que par des ruisseaux, des cours d'eau, avec en plus une problématique que les populations ne souhaitaient pas, ou ne sont pas à l'aise plus exactement, avec le fait de boire de l'eau puisée, mais plutôt de l'eau de surface. Et donc, on fait émerger ce besoin d'un accès à l'eau potable. Et pour nous, c'était compliqué que de mettre en place une eau de surface qui soit suffisamment bonne pour la consommation. Et on a donc dû travailler avec elle pour faire grandir cette acceptabilité de l'eau puisée. Troisième chose, un projet propre aux populations Bageli, donc le peuple pygmée dont je vous ai parlé, qui là encore sont venus nous voir en disant nos enfants doivent, comme les autres, bénéficier de vos développements. Et ils ont un problème majeur qui est celui de l'accès à l'école, puisque les enfants des populations Bageli quittent l'école systématiquement le jeudi soir pour aller chasser avec leurs parents le week-end, puisque le week-end est jour de chasse, ce qui ne facilite pas un programme scolaire adapté. Et puis ils ont en plus des
des difficultés d'appréhension du langage. Et donc on a mis en place une école, ou plus exactement un système de préscolarisation des enfants Bagali, qui doit, et on en est assez fiers, je dois dire, voir le jour au mois de septembre, avec une école qui sera inaugurée sur le village de Lolabé, qui est l'endroit où le projet développe, enfin le site sur lequel le projet se développe. Donc une école de préscolarisation qui dure 2 ans, qui permet ensuite aux enfants Bagali de réintégrer le système scolaire classique, je dirais, camerounais. Voilà le type d'action que l'on a mis en place avec eux. Il y en a un certain nombre d'autres. Le projet est un projet de longue haleine, de long terme, et on souhaite les accompagner dans la durée. Voilà, mais quelques idées. Et puis la deuxième volet de cette relation avec les parties prenantes a été ce qu'on a appelé un stakeholder monitoring system, parce qu'il était important pour nous de suivre dans la durée le degré, je dirais, d'acceptabilité du projet auprès des populations. Et on a choisi de le structurer de sorte à identifier, d'abord avoir une démarche systématique pour suivre cette acceptabilité dans le temps et être capable de réorienter nos actions en fonction de justement de ce niveau d'acceptation de la part des populations. Le structurer aussi en fonction des spécificités du village que je vous ai décrit tout à l'heure, les besoins que nous ont fait remonter les femmes, les pêcheurs, etc. Et faire en sorte que toutes ces sensibilités, on puisse les suivre. Voilà, donc c'est un système qui a été mis en place avec un partenaire qui s'appelle C3 Consensus, qui a développé un outil justement d'enquête et d'analyse de la perception de la réalité et des besoins des parties prenantes sur le site du projet. Le cœur, je vais pas aller beaucoup plus loin, je serais évidemment content de répondre à des questions sur le sujet, mais le cœur de cet outil, c'est en fait une matrice qui définit, qui liste les différentes personnes qui composent le village et les villages alentours et qui les catégorise relativement finement pour pouvoir comprendre quels sont le ressenti de chacune de ces populations, chacune de ces sensibilités. Et notamment d'identifier les signaux forts versus les signaux faibles, et se dire finalement celui qui est le plus vocal et pas forcément celui qui a le mieux compris nos attentes ou les attentes du village, et c'est pas forcément sur lui qu'il faut se focaliser, mais plutôt identifier les sujets importants pour une majorité du village et identifier et se focaliser sur des actions qui répondent à ces attentes importante de la part des villageois. Voilà, donc une démarche un peu systématique, très en amont du développement lui-même. C'est un peu le côté innovant de cette démarche, systématique sur ce comité de coordination et sur ce suivi des attentes du village que l'on fait à un pas de temps, là encore mensuel, et qui nous permet de voir comment les villageois perçoivent l'évolution du projet d'une part, l'évolution de leurs attentes et la prise en compte de leurs attentes. Voilà, Alexandre. Juste une clarification, Philippe. Là, tu parles de travail en amont, c'est-à-dire combien de temps avez-vous travaillé avant le démarrage des travaux? Eh bien, écoute, on a commencé cette démarche-là en 2012 et on a lancé très récemment ce qu'on appelle les études d'ingénierie de base. C'est un langage un peu technique et barbare, qui signifie qu'à l'issue de ces études-là, on aura un cahier des charges qui nous permettra d'avoir des offres définitives, et c'est ces offres-là sur lesquelles on décidera d'investir ou non. Et ça, c'est dans 2 ans. Donc on a 2 ans d'études d'ingénierie de base, et il faut prévoir un démarrage, une décision d'investissement en 2017, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commencera la construction de l'usine, donc c'est presque 4 ans, 5 ans avant. Super. I'm going to speak English now because we are going to pass to Rajesh Mangoe, who is working in a very country, very rich for me, very sensible.
it's Mongolia, and I would like you to tell Rajesh un poco your experience. It's been you're working in Netherlands, but in NG, but you're working since 3 months or 4 months in the Mongolia project, and I would like to have your feedback and your feeling. Yes. So as Alexandra said, my French is very bad. My English is slightly better, so apologize for that. I'll try in English. Yeah, Mongolia, I'm currently working on a project of NG in Mongolia, but before that, maybe I can say a few words about India. I've been working in a project on India last year. I spent that three months. Before I went there, we discussed it with my colleagues here to the right of me, and they had developed a more structured way, a model for setting up a CSR program. So we decided, after some discussion, and also of course with India, our local people in India, that we would use this project in India as some kind of pilot. So that was the takeoff. Then I went there for 3 months, and I would like to share some of my major findings. I can tell hours and hours about India, but I will, unless you want me to, but I will stick to the major findings. Well, the first thing, just to give you an idea what we're talking about, this area is very remote. It's the east coast of India. It's even that remote that even for Indian people, it's a very remote area. We're talking about like 5 villages, people making their money with fishery. Altogether about 10,000 inhabitants, very mixed, very diversified people. You have, the majority is Hindu. Muslims are also there, you have Christian people. So that's about the stakeholders. On the other hand, you have the Indian government, and I'm sure you know all about the CSR Act of India, but I'll say a few words to that. Last year, a CSR Act was approved by the Parliament of India, and it actually describes at a quite detailed level for a company, if you want to invest in India, what you have to do on CSR. You have to spend a percentage of your property every year you have to spend on CSR aspects. But the striking thing about India is on paper it's all there. You have the CSR Act. We needed permitting, and of course in all these permits you always also find some things you have to do. But then you have the reality on the ground, and that's quite a big discrepancy between what you have on paper and what you'll find on the ground. For instance, CSR, as I quickly found out, is just pay the money. If somebody house burns down, or you want to keep a village head satisfied, he will show up at your gate and say, give me the money. And I'm not saying we were doing that, but around us there were some other companies, more Indian-based companies, and it was just the way it worked like that. The other thing I found out is the caste system. It's something that it's been there for ages. Again, on paper it's banned. It was banned, I think, in 1940s of last century. So, but it's been there for ages. So everything in India works according to this caste system. So, and for me, that was really, yeah, how should I say, very impressive, because you would find in the surrounding villages people actually who lived in the villages, and then outside of the villages you would find people who were actually outcast, living in very poor conditions. So that's what I found out when I came there. Well, the first step in this model was to identify your stakeholders. So I sat down with the local team, and to my surprise there was really good knowledge about what was going on. What it really needed was structure, and that's what this model provided, real good structure to how to get to a CSR program. So first identify stakeholders, and like I said, you had Hindu, Muslims, women, men, fishermen, people earning money by daily wages. So we mapped all these different kind of stakeholders. And then we also mapped, and that was really something I hadn't done before, is we mapped the issues we thought that would come out of this surveys we were about to do.
And of course, in India, it's not rocket science. The top three is like education, medical facilities, infrastructure, water, you know. So we mapped all these issues, and then we went out into to the stakeholders just to get an idea what they think about it. And there were a few quite surprises, because we thought that would come out, like we said, medical facilities, schools, but the most important thing for them was actually two things: festivals, and not festivals in the way like party, but more like religious festivals. In India, it's a very big thing to people. When you're born, they have religious festivals, and during your whole life, you also have festivals. The other thing that came out, and especially with the village head, is that the most important thing for them was community halls. So they wanted us to build community halls. It was a way for a village head to control his village, and of course to add something to his, you know. So there were two surprises, and the other surprise, but it was actually a negative surprise, is that there was, according to the people we talked to, there was no need for sanitation. And this couldn't be true, because every day in the newspapers you would read about a lot of people in India don't have any sanitation, so they just go out in the fields, especially the women go out in the night to do their business. And every day in the newspaper you could read about harassments and rapes and everything. So, but to our surprise, that wasn't a big issue. Of course, we weren't able to talk to the women, because then you would get the real story. But it was very difficult to get it out, the sanitation. So what we did after the survey is just list up everything we found out, and then linked the issues to the stakeholders. Said, okay, according to us, this is very important, but according to the people, this is very important. And then you make some kind of ranking, and then with this ranking, you go ahead and say, okay, there's an amount of money we have to spend. These are the projects we are going to do. This is the budget. This is the timeline. And then you have to go back, of course, to the people, say, okay, is this what you really want, what you expect us to do? Yeah, so this model worked quite well. We're now in the phase of implementing these projects, and you can imagine that's a bit more trickier than it's on paper. Okay, but so that's about India. Mongolia is actually, I'm still involved in this project. Interesting thing about Mongolia is there is resettlement involved. Where we do our activities, people already live there. And one of our biggest lenders is an international bank with all these international guidelines according to IFC, ADB, whatever you think. And on the other hand, you have the Mongolian law. And again, just like in India, there's a big discrepancy between what's required and what's locally very common to do. So again, we have to convince the people that we have to stick to the international guidelines and have to do every step according to these IFC or ADB, whatever guidelines. In this case, it's even more stricter, because if we don't live up to these guidelines, we simply will not get the money from the lenders. So that makes it, again, quite interesting. Interesting projects. Well, that's for now. Thank you very much. The joke was my ancestors came from Mongolia. It's the reason why I was very interested to hear about you. Quelque chose d'important déjà qui ressort, c'est de voir que, je suis sûr qu'il y a des juristes dans la salle, les cadres juridiques, environnementaux, sociaux, sociétaux évoluent très rapidement dans les pays en voie de développement et dans les pays émergents. Et le CSR Act, est un bon exemple en Inde, où il faut consacrer un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Bien évidemment, alors ces politiques, il faut qu'elles évoluent, il faut qu'elles se concrétisent, mais je pense il faut avoir conscience de ça, et nous, comme entreprise, mais je pense que tout le monde, c'est pareil. I'm going to go. Where are we going to go now, Daniel? Turkey and Indonesia. Yes. Okay. Okay. I'm Daniel Rossi. I'm Sustainable Development Manager for ENGIE, for all our energy international business. A little bit more than 1 year ago, 2 years ago, at the headquarters, basically both in London and in Paris, we
started to think more about how could we develop or make available for our people in the field, in the regions, tools, frameworks, ways of thinking that would help them to structure their thinking around CSR. Knowing that we have different cultural backgrounds, different languages, different ways of thinking about CSR. So we wanted to have a kind of our identity as NG put in a kind of framework, in a tool that would allow us to serve them better, basically. As Ranjesh mentioned, we took something that was already developed internally within the group, a framework, a tool, and based on that, we started to testing it in different projects. It was very interesting. My role, I'm at the headquarters, so basically I have an oversight role worldwide. And what I was seeing and what we were trying to answer is that you have a huge amount of knowledge in the different regions and in the different countries. So our people in the regions has been doing this kind of job with the local communities for a long, long time in many cases. We have big infrastructural projects a little bit everywhere. So the challenge was also to give them also the tools, so to have also the tools to allow us to capture that richness, that knowledge, and to make it available in other places, basically. So we found that this approach we thought this approach could work, and we started to testing it, basically. So that's how Ranjesh mentioned that we went to India, and we started looking at this way of doing things. And it really worked. But what I wanted especially to share with you is another dimension, another aspect. We heard already that we have to deal with these local communities. We need to talk to them. We need to discuss with them. We need to engage with them. And this is key for us, and it's part of our DNA. But I think there is another dimension that is really very important, and it's the one that is related with our local partners. Basically, when we build power plants anywhere or many places around the world, we work with local partners. We have a local company, sometimes more than one, sometimes other companies that are not local, that are part of the shareholders that will be developed in the project. And it's very interesting to understand the dynamics, the internal dynamics that we find in these kind of companies. And I just wanted to walk you through two examples. Last year I had the opportunity to go to Indonesia, where we have a project in Sumatra, geothermal project in Sumatra. And there we have, as NG, only 30% of the shares of the project. The other 30% is less than that, is held by a Japanese company, and the local company from Indonesia has the rest of the shares of the project. We went with our tool, with our model, with our framework. I arrived there, and basically I found that the local company had a very strong vision on how to deal with CSR. And it was not necessarily 100% aligned with our vision of how to deal with CSR. Their vision was much more linked to compliance with the law, was about doing what the law says, and that was it. They had also, because we have 3 sites with them, in 2 of these sites they had applied, implemented the same way of doing CSR. And basically they were arriving there, building a school, building a mosque, and doing some kind of circumcision plans for the people locally. And that worked in 2 places. But we started having issues in a 3rd place. So we went there with our approach. And basically what we found out is that these guys were kind of applying a more standardized approach. They were doing the same things everywhere, but they were not necessarily listening to the real needs of the people. So basically, based on that, we discussed with them our approach, and I think we managed to make them understand the value of the approach and how this can bring value to the project. And today we managed to convince them to apply this framework to look the stakeholder mapping. And we are working closely with them in terms of the general application of the framework, but also trying to trigger knowledge from other parts of the world that can be used locally in order to cope with the issues that we are finding. And it's something that is it's working. And what is interesting is that at the beginning they had there was a kind of resistance, saying
the feeling was that the local partner was saying, these are local issues, and you are not going to tell me how to deal with my people. That was kind of the immediate approach that I felt when I went there. But once that they understood, and there was a lot of like careful working with them in order to respect the differences, their way of thinking, their way of doing things. But very slowly they started to see the value of having a more structured approach, and now they are really kind of champions of this kind of approach. They really, themselves, they want to do it. And I think that was a very nice story. More recently, and we are talking about probably less than 1 month ago, I went to visit our colleagues in Turkey for another of our projects there. Both this project in Turkey as well as the one in Indonesia are both in the development phase, so we were able to arrive very early, in a very early stage. And there what I found, again, we have less than 30% of the project. We have a Japanese counterpart that has another 30%, and then we have a local partner, that is the local utility in Turkey. In this case, I would say that the local partner is not so strong in terms of their view on how to do CSR. But what I saw is that the first approach was coming from the communication point of view. So the problem was how to build the web page of the site, how to give the channels for the people to interact with the company via Twitter, via Facebook, if they need a newsletter or they don't need a newsletter. But I think that until then, almost nobody had thought about the dialogue, the issue of having a two-way channel, so of establishing or engaging with the people at a certain level to be able to really capture what their needs, and to use that information to prepare really relevant action plans for them. So we went there again with our approach, our methodology, and we have a meeting with all the partners. At the beginning, I really saw the completely different way of thinking about CSR from our Japanese partners, our local partners, ourselves. And basically there was some time that required some exchanges among us just to be on the same page, to make sure that we were understanding the issue the same way. That was the only way that allowed us then to go a step forward and start talking about more the technicalities, or more the approach, the tools that we are using, and the method. But it's very interesting to understand that before this previous step of understanding your partners in the venue, it's very complex to reach a certain level of maturity that allows you to do meaningful CSR actions and action plans. And in this case, interesting also is that I think we managed to embed the idea in the process of the preparation of the shareholder agreement. That is something very important, because basically it's the stage in which the partners of the project will define the functions and roles. So what needs to be done and who is going to do what. Arriving early enough allows to make sure that you will have professional skills allocated to take these kind of functions. So we think that by having had this discussion very early in the project, we will be able to have these issues embedded within the organization of the new company that will be created to build this project, and that will give a completely different dimension of the activity of CSR. Something much more professional, something that will require dedicated resources, because in the end, these kind of activities are HR intensive. So you need people that knows what they do and how to do it. And if this is not understood, but at the highest level of the company, it becomes very difficult, because in the end, it's a matter of resources, a matter of human resources, a matter of money. It's a matter also of time of the management to think about these issues. So I think that this is a very interesting example on how to work with the partners in order to push through all these messages. Parfait. Alors après, on va vous proposer un exercice plus participatif, plus interactif, mais en attendant, bien évidemment, en attendant de vous présenter les conditions de cet exercice, il y a de la place pour les questions s'il y en a.
Oui, allez-y. Ou le monsieur. Oui. Je vous le donne après. Merci. Quand vous faites, I'll speak in English then, all right? For you, monsieur, ça va l'anglais? When you make your stakeholder identification and analysis, does this include the government and its public institutions, or you just come to the local community without the government of the country? Thank you. Yeah. Well, I could say for India, we have, we did a scan of all the stakeholders, so not only the local people who live around our plant, but also the government. But we decided to only do the local government, let's say, because in India, you can imagine it's a big country, a lot of levels of until the parliament. But it's more about trying to find out who in the government is really has influence in this project. And these people you have to find. For instance, in India it's called MLA. It's maybe detailed, but it's called magistrate. I forgot. But these people have a position in parliament directly, so that means there's no any layer between us, and they are very influential. But on the other hand, they are very fluid. You know, try to get a grip on them is very difficult. For instance, if you just trying to get an appointment with them is very tiring, I can tell you. You just have to sit and wait all day, and then you get a phone call, and then you have to rush into the car and get there. So, yeah, just try to identify who are the important people in government and keep a close hold on them. The other thing about government in India is, and that's why you also have to take care of them, to get a hold of them, is every time you're requested to come for some kind of meeting, you will always be sure you end up with some things they want you to do. You know, so that's also another reason to focus really on those people. NGOs, to my surprise, in India in that region weren't really involved. So, yeah. Philippe? No, just one thing to add on the role of government as a stakeholder. NG in the 70 countries where we operate, we only develop projects where there is a specific need, specifically for the country itself. And so there's usually a significant expectation from the federal government, who wants to build upon the project that you're developing to ensure the development of the country. And so your question is quite correct and important in the scheme of developing a large project like that. In the case of Cameroon, Cameroon expects a project like that to be one of the ways to reach the target that I mentioned earlier, to reach the status of emergency in 2035. So from the local government, significant expectation in terms of job creation, not only in the vicinity of the project, but also for the entire Cameroonian industry. But at the same time, you have a lot of expectation from the local community, and your role as a project developer is to ensure that both levels, or rather that you meet the expectation at both levels, the local community who wants to benefit from a project, but also at a more governmental level where they want to build the industry, the local industry around a project like that. So it's actually a significant challenge when you're developing a project like that in all the countries where we operate. Daniel? Just very briefly, because it's really linked with my intervention. We need to understand that this is a process. It's not a one-shot exercise. It's not that we do it once and it's done forever, and you take all the stakeholders at the same time. But it's a way of understanding your relationship with stakeholders and understanding it over the time. So basically, indeed, we try to map all the stakeholders. That includes also the public and the private sector, also the NGOs. But this is not something that is done at a certain moment in time and then it's over. It's an approach that has to be maintained over the time.
and should be adapted and modified depending on the changing of circumstances. We build projects that will be there for 30 years. So we cannot think that we will do it only once. And that's why it's very important that this kind of approach is embedded within the organization for them to understand that it's something that they have to keep over the time. Juste, j'avais la pression un peu du temps, mais Éric Bazin est en train de m'en donner un peu plus. Juste pour dire, le démarrage de l'outil, c'est la définition de ce qu'est une partie prenante. La partie prenante, c'est toute institution, organisation ou personne qui ressent un impact par le projet ou qui exerce un impact sur ce projet. Donc c'est une définition qui, bien évidemment, inclut les autorités publiques. La deuxième question, je ne vois rien, donc... Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Je suis Grégoire Nkewa, un ancien directeur général de l'environnement au Congo. Actuellement, je suis conseiller aux forêts. L'exemple du Cameroun est un exemple très illustratif parce que généralement, les populations locales sont impliquées après le démarrage du projet. Et là, on constate que c'est depuis l'étude même du projet, et c'est une bonne expérience. Mais je voulais poser la question de savoir, en ce qui concerne les projets qui vont être identifiés au profit des populations locales, comment est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous allez mettre en place un fonds de développement local ou bien ces projets seront réalisés directement par l'entreprise? Je voudrais que vous vous inspirez de l'expérience d'une société forestière d'exploitation de bois qui est au Nord Congo, la CIB, qui travaille longtemps sur ces questions, qui a impliqué les populations locales, qui a construit des écoles pour les pygmées et qui utilise même les pygmées dans certaines activités. Et la deuxième question, c'est le local content. Est-ce que vous avez déjà recensé les emplois qui vont être créés? Est-ce qu'au niveau local, il y a des populations, des personnes qui disposent des compétences et quelles dispositions vous avez prises dans le cadre du local content? Merci. Merci à vous de votre question. Alexandre vient de me souffler d'être synthétique, donc je vais essayer d'être synthétique. Nos projets vis-à-vis des populations locales, nous considérons au sein d'Engie qu'un projet réussi, c'est un projet qui est fait pour les populations et par les populations. Donc nous n'intervenons que comme facilitateurs. Et souvent, les populations savent beaucoup mieux que vous, enfin beaucoup mieux que moi en l'occurrence, ce dont elles ont besoin et comment elles veulent le faire. Il y a en plus des questions je pense à l'accès à l'eau, que l'on a inauguré les forages. Je ne suis pas prêt de faire synthétique, Alexandre, mais on a inauguré les forages la semaine dernière. Il y a en plus des questions de rites locaux qui font que on n'a pas, nous, cette connaissance-là, capacité-là, compétence-là. Et donc, ce n'est qu'un développement local qui fait la réussite de ces projets-là. Donc, encore une fois, pour ce qui est de l'école, par exemple, ce sont les populations Bayéli elles-mêmes qui ont participé à la construction de leurs propres écoles. Et ça sera un éducateur Bayéli qui prendra en charge le système, enfin, l'éducation des enfants Bayéli lui-même. Donc, encore une fois, au sein d'Engie, un projet réussi, c'est un projet qui est fait pour et par les populations locales. Et nous ne sommes que des facilitateurs. Et les projets qui émergent, ce n'est pas nos projets à nous, c'est bien les projets qui ont émergé de la part des populations locales. Sur le contenu local, nous avons une obligation de niveau de contenu local dans notre développement de projets. Et on va rejoindre la question qui a été posée tout à l'heure. Le gouvernement camerounais impose aux développeurs de projets un niveau donné auquel il nous faudra répondre. Il faudra être en ligne avec ce niveau-là. Et donc effectivement, ça nécessite d'identifier ce qui existe à l'heure actuelle comme possibilité pour les entreprises locales, ce dont on a besoin, et mettre en place ce que vous évoquiez, c'est-à-dire un plan de développement pour réduire l'écart entre l'existant et ce dont nous avons besoin dans la phase de construction, mais aussi dans la phase d'opération de l'usine. Oui, donc il y a un plan de contenu local relativement développé d'ailleurs.
Juste, on va prendre 2 questions. Je vous explique pourquoi. Parce que j'aimerais vraiment faire cet exercice participatif. Parce que quelque part, il faut joindre la parole à l'acte. Et que quelque part, ce genre de forum, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Mais bon, le public est toujours passif. Donc on aimerait faire différemment. Donc 2 questions, vous et vous. Tenez. Vous le rendez après. Olivier Desbijon, Sastanouet. Ma question va sur Philippe Miquel. Sur quels critères vous vous basez pour apprécier les perceptions, surtout quand elles sont contradictoires? Auprès de qui allez-vous recueillir ces perceptions? Donc, comment vous appréciez le côté représentatif et représentatif de quoi? Et comment vous faites pour retenir, lorsque ces perceptions sont diamétralement opposées dans une communauté, qu'est-ce que vous retenez? Sur quels critères vous vous basez pour retenir telle ou telle perception? Une très bonne question qui n'est pas simple. D'ailleurs, notre objectif, c'est que l'ensemble des populations adhèrent à notre projet de développement. Alors, c'est plus ou moins faisable, plus ou moins possible. Et donc, la première chose, et c'est pour ça que je parlais du cœur de l'outil, c'est de mapper ce que je vais appeler les sensibilités. Mais derrière les sensibilités, il y a des personnes. Et donc, c'est soit... encore une fois, on catégorise les gens, ce qui est encore une fois le point de départ, par leur sexe, hommes et femmes, par leur appartenance ethnique. Il y a plusieurs, j'ai parlé de Bagali, il y a en fait plusieurs peuples Bagali, par leur appartenance au sein des villages, parce que ce n'est pas un seul et même village, mais c'est 5 ou 6 villages éclatés, par le nombre de personnes dans le foyer, par leur type d'occupation, est-ce que ce sont des pêcheurs, des agriculteurs, etc. Et donc on catégorise l'ensemble de ces sensibilités par ce biais-là, et on fait à travers cet exercice-là émerger des projets, des idées, des besoins, en fait par sensibilité. Et effectivement, on est quelque part obligé de répondre aux principales sensibilités, et on essaye d'éviter d'exclure une sensibilité ou une autre au motif qu'elle serait moins représentative, moins d'impact ou plus d'impact. Mais ça nous permet quand même de prioriser peut-être les projets. Les femmes du village sont rassemblées en une entité autonome avec un certain pouvoir je dirais, d'adhésion au projet ou non. Et donc il nous a semblé important qu'elles aient je dirais, des projets qui leur sont dédiés. Les pêcheurs, c'est l'activité économique principale du village. Il nous a semblé aussi important que dans un premier temps, on se focalise sur les activités de la pêche. Mais l'idée, c'est d'être le plus œcuménique possible, avec des moyens qui sont ce qu'ils sont et qui ne sont pas extensibles, et donc en essayant de prioriser les actions. Dernière question, madame. Alors je rebondis puisque ma question était la vôtre. Simplement, comment vous mettez, c'est peut-être davantage une question for you, how do you put a priority between 2 different projects? You mentioned in India the women being harassed and raped in the field because they had no commodities, and you preferred some festival, religious festival. How do you decide between these 2 important projects for a population? Well, first of all, you have to be very pragmatic. I told you about the caste system, so there's no way we as a company can change like 1.2 billion Indians with their culture and the way of doing the business. Of course, on the other hand, we have our own values. So first things first, you have to take care of these villages are very important. These are actually key if you want to do more in the villages. So, well, luckily in this case, the things they wanted were also on our list. So we did not really make like a priority list. We just make 10 very important issues to us, and some of those things were very important to the village heads, but also the whole community would benefit from that. And the other thing about sanitation, we just put it ourselves on the list because we knew from the newspapers that it was important to the women. It was a pity we couldn't talk to these women, but we knew that it was very important. But from our, let's say, societal responsibility, we thought it should be on the list. And I'm 100% sure that it would fill a need. So that's really how you cope with it. Try to be very pragmatic. Yeah. Un dernier élément, c'est de faire en sorte de suivre l'évolution des sensibilités
au cours de l'évolution du projet. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose de prioritaire à un instant T au démarrage parce que c'est pour les populations essentiel, l'accès à l'eau. Et puis, il peut y avoir des objectifs qui peuvent être plus long terme et qui permettent d'être développés plus tard dans le projet. Ce qui est important aussi, donc, c'est pas de faire du one-shot sur la sensibilité des populations ou des stakeholders, mais c'est de faire un suivi dans le temps de la façon dont vos démarches sont acceptées, comprises, prises en compte et éventuellement de réorienter les priorités au cours de la vie du projet. Ça, c'est un point aussi important. Maybe just one very important thing about it's also about understanding the people you are dealing with. You know, these cultural festivals are, like I already told, you could look at it as party time. It might look at from our perspective might look at that, but for these people it's the way of life. So you have to respect that, and you can use these festivals by sponsoring, perhaps, just as an enabler. Because in India, doing something for these festivals is paying respect to their way of life. So what you see is when you sponsor these activities, you will also be invited to come and join these festivals. People see as more like, so it's a very great enabler to get in contact with your stakeholders. C'est vrai hein, que l'outil en question, le cadre qu'on vous a décrit, contient un outil de priorisation des thèmes. Maintenant, la question que vous posez, je ne crois pas que quelqu'un puisse avoir de réponse parce que, je dirais, les chemins du développement sont mystérieux. Je vais raconter une anecdote très rapidement. J'ai coordonné pendant 7 ans un programme d'alimentation en eau potable des bidonvilles à Port-au-Prince. Et bien évidemment, en raison de l'état de faiblesse de l'État haïtien, on a reposé sur un système de délégation directe aux communautés qui recevaient de l'eau en bloc du service public et organisaient. Et bien évidemment, on a monté des comités d'eau. Et ces comités d'eau, effectivement, moi je n'ai pas fait attention, il n'y avait que des hommes. Et tout d'un coup, quand on a eu des visites de l'Union européenne qui, elle, a ses critères, de la Banque mondiale et tout, je me suis fait, je dois le dire, engueuler. Parce que c'était dans un grand séminaire où étaient présents tous les comités d'eau, il y avait des femmes représentant la population, et les financeurs ont dit « mais c'est incroyable, vous faites des choses, ça n'a rien à voir, le genre n'est pas présent, qu'est-ce que vous faites ?» et tout. Et c'est vrai que moi j'étais embêté, je n'avais pas réalisé. Et donc j'ai demandé, je dis « mais pourquoi finalement vous ne posez pas la question ?» aux dames qui sont dans l'assistance, qui ne font pas partie des comités, mais qui font partie de la population. Et c'était la haut-commissaire des droits de l'homme pour l'Union européenne. Elle a posé la question aux dames, et les dames ont répondu à un truc incroyable. Elles ont dit, voilà, écoutez, ne vous en faites pas, c'est une excellente nouvelle ces comités d'eau. Depuis qu'il y a ces comités d'eau, les hommes nous foutent la paix, on peut aller faire nos marchés, on peut aller faire nos histoires commerciales à côté. Et finalement, indirectement, sans en avoir conscience, hein, on avait contribué à cette question du genre. Je voudrais passer à l'exercice interactif parce que j'insiste, même si M. Bazin est là, sur le côté un petit peu monotone et un petit peu passif de ce genre d'exercice. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est finalement, c'est vrai que notre activité qu'on vient de vous décrire à 4, avec toute l'humilité nécessaire, c'est du vécu. Et on apprend chaque jour et on se renforce chaque jour. Donc on vous proposait finalement d'inverser les rôles, de prendre des personnes dans la salle qui vont venir jouer le rôle des développeurs de projets et de faire en sorte que mes 3 collègues se positionnent en représentant des communautés, en représentant de la population et challenge un petit peu ces gens. Alors le sujet, c'est un petit peu la scène, le contexte, c'est une planète, c'est un peu comme Star Wars, c'est une planète très éloignée dans notre galaxie où dans un village cohabitent 3 tribus que sont les Vénusiens, les disciples et les prédicateurs. Et ces 3 tribus sont, disons, dans un état de conflit permanent, ne se supportent absolument pas. Et vient un projet nécessaire donné par le gouvernement qui est de construire un centre de santé. Et bien évidemment, comme chaque communauté représente quelques centaines de personnes, il est hors de question de construire 3 centres. Mais les communautés refusent d'être attendues par les médecins dans un seul centre, dans le même centre, elles ne veulent pas se croiser. Donc voilà la scène, voilà le contexte, et on va voir, nos amis vont jouer la population. Je vais appeler quelques membres ici de l'Assemblée afin qu'ils jouent. Alors, vous allez vous placer, vous rentrer avec la population. C'est vous la population en général.
Donc ce sont les 3 chefs de communauté. Et on va appeler monsieur Yann Kiinek. J'étais obligé de choisir avant, sinon en tirant au sort, on n'aurait jamais pu le faire parce qu'il nous reste que 10 minutes. On va appeler monsieur Yann Kiinek qui, lui, va jouer l'entrepreneur. Ce n'est pas quelque chose qui lui arrive souvent parce que normalement, il est plutôt à embêter les entrepreneurs. Mais voilà. On va appeler un maire, un vrai maire, qui est monsieur Claude Jamati, qui est le vrai maire de Bailly et qui va jouer le rôle de ce maire. Et personnellement, pour faire le lien, je vais jouer le rôle du docteur. Et en face de nous, nous allons avoir donc les 3 membres de la communauté, les 3 chefs des trois représentants de la communauté, et nous allons avoir Madame Léa Forestier qui va jouer le rôle de la représentante des femmes de toutes ces communautés. C'est-à-dire qu'il y a une seule organisation pour les 3 communautés, et Monsieur Max Koskas qui, lui, va jouer le rôle du chaman, du sorcier du village, qui bien évidemment va avoir des relations extrêmement sympathiques avec le médecin. Voilà, donc c'est le maire, bien évidemment, qui va lancer la réunion, puis donnant la parole à celui qui est toujours au cœur, finalement, de la polémique et de la discussion, qui est le chef d'entreprise. Donc Claude, je te laisse. Oui, alors monsieur l'entrepreneur, vous nous avez beaucoup parlé de votre façon de traiter avec les populations, etc. Vous savez que vous avez gagné ce marché. Hein, ce marché, vous l'avez gagné avec nos critères. J'espère que vous avez compris qui étaient les clients finaux. Et comment comptez-vous faire pour faire en sorte que nos différentes composantes de nos communautés puissent adhérer au projet? Bien, merci. Oui, on est très fiers d'avoir gagné ce projet, mais on est confronté maintenant à la réalité de sa mise en œuvre, évidemment. Nous avons compris qu'il y avait un environnement peut-être un petit peu historiquement conflictuel entre 3 communautés qui sont présentes ici, et c'est ça qui me ravit. Ça veut dire combien ce projet est important pour elles-mêmes. Les communautés sont représentées par leurs représentants tout à fait établis et reconnus. I send you 3 letters and you never answer. We don't want to share this place with these other people. It's impossible for us to do something like that. It's against it's a matter of principle. We will never accept something like that. So we need our own medical center for our town. We are a different population. We have different problems, even from the health point of view. So we cannot have one single health center for all of us. And again, I keep asking and you don't answer to my letters. Et c'est d'autant plus grave que vous savez très bien qu'il n'y a pas de point équidistant entre les 3 centres et qu'il y aura une rupture d'égalité de fait entre les femmes qui sont du village des prédicateurs et celles qui sont de l'autre côté. Donc je ne vois pas en quoi ça propose une solution. Il y a des femmes qui seront en danger, qui ne pourront pas rejoindre le centre dans des conditions suffisamment rapides pour être soignées, et d'autres qui seront plus proches. Bon, c'est bien, je vois que nous rentrons dans le vif du sujet. Au moins, les choses sont très claires. Nous allons avoir des discussions, parce que c'est par la discussion que, sans aucun doute, nous allons trouver des solutions. Nous avons été désignés pour créer ce projet, un projet qui répond manifestement à un besoin qui est partagé par l'ensemble des communautés. Il y a manifestement des difficultés culturelles, éventuellement des conflits qui ont pu avoir lieu ces dernières années entre vos communautés. L'idée, c'est que peut-être ce projet soit l'occasion de trouver un point d'équilibre. Et évidemment, comme vous l'indiquez, madame, et je crois que vous représentez l'association qui regroupe les femmes des différentes communautés, n'est-ce pas? Merci de vous en souvenir. Mais évidemment, et nous avons conscience de ça, mais c'est toujours mieux que de discuter par courrier interposé que de se rencontrer physiquement et de pouvoir échanger. Est-ce que vous avez recensé l'ensemble des besoins réels de chacune des communautés? Ce qu'on voudrait faire, c'est avoir un projet commun. Parce que c'est vrai que vous savez l'intérêt que ceux qui nous ont élus portent à ce projet et les besoins qu'ils ont d'avoir ce centre de santé. Est-ce que vous avez noté les différences qu'il y a entre les demandes de chacun des sous-groupes qui sont ici représentés? Non, absolument pas. Je vous confirme que ça n'a absolument pas été pris en compte, puisqu'on avait demandé un centre basé sur une médecine traditionnelle, et on a ignoré jusqu'à présent toutes nos demandes. Alors là-dessus, je me permets d'intervenir, mais franchement, le médecin est présent en plus, et ça me touche beaucoup, votre présence nous touche beaucoup, mais vous savez, en tant que chaman, on a toujours une situation, une attitude paradoxale. Je suis
tout à fait pour et je œuvre tous les jours pour réunir, pour que ce centre soit créé. Cependant, je m'aperçois que dans les plans, il s'avère, cher monsieur, que toutes les plantes médicinales vont être totalement éradiquées. Pas contre la médecine, d'autant qu'elles vont être, de fait, avant d'être enlevées, vendues à des labos. Donc, je veux dire, il y a une situation quand même pour un chaman un peu vraiment délavé, c'est un peu dur. Non seulement vous privez, non seulement vous déconnectez. Je vais vous répondre, mais je pense que votre voisine veut rajouter quelque chose. Non. Alors, je vous dis seulement une chose. Ces communautés méritent le meilleur. Et donc, il faut qu'elles aient à la fois de la médecine traditionnelle, ce qu'on va organiser dans le centre, mais par rapport à ça, il faut que nous trouvions un arrangement vis-à-vis de ces communautés. Mais également, je tiens à vous le dire, nous avons prévu un local pour vous, pour la médecine traditionnelle et pour distribuer des plantes. La chose, justement, c'est que ça va permettre, finalement, d'articuler ma médecine avec la vôtre. Mais j'en suis absolument ravi, simplement... Eh ben, je suis enchanté. Êtes-vous sûr que ça correspond au budget qui a été fixé par la commune? Oui, sauf que si vous réduisez ce centre à un tout petit centre qui fera figure de musée pour votre bonne conscience, vous savez bien que les femmes dépendent principalement de la collecte de toutes ces plantes et qu'elles auront vocation à perdre leur emploi d'ici 10 ans. Pourquoi? Non, ça va rester sur le même système, il n'y a pas de raison. Et ce n'est pas un petit centre qu'on est en train de faire. Il y a 2 blocs chirurgicaux, un bloc d'accouchement. Le truc, c'est que, bien évidemment, pour être efficace économiquement, vu que chaque communauté représente quelques centaines seulement d'individus, il faut qu'on trouve une solution. Alors, la question que je vais vous poser, c'est comment... Puisqu'on ne peut construire qu'un édifice. Comment pensez-vous qu'on puisse rendre compatibles vos demandes légitimes de ne pas vous croiser, de ne pas être mêlés, et cette réalité qu'on ne peut construire qu'un seul centre? Est-ce que vous avez des idées, des suggestions à nous proposer, messieurs? Je vous propose que nous soyons malades à tour de rôle. Monsieur le maire, en tout cas... à budget tel que nous l'avons convenu ensemble, nous avions évoqué aussi cette problématique du lieu d'implantation va entraîner des problématiques de transport et de l'accès à ce centre de soins. Ça fait partie des choses qu'on a pu évaluer, mais c'est maintenant que nous entrons dans les discussions concrètes, c'est de pouvoir générer autour de ce projet de centre de santé une activité économique et notamment qui permettrait d'assurer ce transport et de mutualiser les moyens afin d'assurer un transport optimal des communautés en respectant évidemment il ne s'agit évidemment pas, j'aime beaucoup votre humour d'ailleurs, d'être malade chacun à votre tour afin d'éviter que vous vous croisiez sur le chemin. Néanmoins, il s'agit d'assurer un transport dans les meilleures conditions, au moment adéquat, afin que vos populations puissent accéder à ce soin-là. Donc, est-ce que de ce point de vue-là, vous avez pu identifier de votre côté, ou est-ce que c'est envisageable que des membres de la communauté acceptent de temps en temps de faire des navettes entre les différentes communautés afin de pouvoir effectuer ce transport? Excuse me, because one of our friends is not speaking French. So I suppose you understood that we have several kinds of inhabitants here. That's right. Could you please speak to him in order also to get his feeling? So I should restart and just mention the issue that transportation of the persons needing medications has to be guaranteed, and that might be an opportunity for your communities to mutualize this issue, this specific issue, that could generate not only the transportation, but also kind of new economic activity as a local content. Well, have you any idea of somebody who could be involved within your community? To be honest, I don't care if they get a hospital as long as mine is bigger. Because we are the most important ones and the biggest community and the biggest chief, so it's only logic. Your colleague makes a proposal that you have an alternative schedule to go to the health center. What do you think? If his community goes Monday, you can go Tuesday and you can go Wednesday. It's unacceptable. If we have someone that is ill, it needs medical treatment, yes, has to be done immediately. So we need a health center in our community. You're perfectly right. If you say planned medicine, c'est-à-dire things taking
needing time, needing it's able to planify some activities, but you have effectively one problem, that is emergency. So can we consider if we can manage the first part in this way, I mean for common consultation, regular consultation, to have a schedule, and for the other time to think together at an organization able to satisfy your willingness not to be together. What do you think? Je peux répondre? No, what do you think? I still don't see how you will do something like that, because I don't want, my people doesn't want to be treated in the same space as the people from the other villages. These people is completely different, and they have other illnesses, and we don't want to know anything about them. Moreover, all this issue of the transportation, the major is saying now that we can have this kind of transportation, that we have been without transportation for years. So what is going to change now? Yes. We have not had this. Bon, si je peux me permettre d'intervenir, c'est vrai que notre population est assez variée. Mais on doit tenir compte de tout le monde. Donc il faut absolument que vous repreniez contact individuellement avec chacun. D'abord, j'espère qu'un PV va être fait, parce que je vois que vous n'avez rien pour prendre des notes. Il faut absolument qu'on ait un PV sur cette réunion. Beaucoup a été dit au cours de cette réunion, mais c'est vrai qu'on avait préparé avec mes collègues que je représente ici, on avait préparé un cahier des charges. Vous avez répondu à ce cahier des charges, et je ne comprends pas comment on peut aujourd'hui en arriver à un point aussi conflictuel. Oui, vous avez... Écoutez, alors évidemment, nous avons énormément discuté, mais c'est extrêmement difficile d'arriver, c'est vrai, à un accord. Donc j'ai proposé, mais je remarque que les chefs de ces communautés ont une volonté de garder aussi leur pouvoir. C'est-à-dire que j'ai proposé, non pas de faire avaler des plantes hallucinogènes pour les faire passer comme des zombies, même s'ils sont malades au travers de tout. J'ai fait mieux, j'ai proposé un centre, un tout petit centre avec 3 dispensaires déguisés, et un lieu, simplement en tant que chaman, je les reçois et les dirige, sans plantes hallucinogènes. Eh bien, ils ont fusé. C'est-à-dire qu'ils gardent eux aussi leurs prérogatives. C'est-à-dire, je suis vraiment un sorcier, enfin, en solde. Okay, I think the solution, the company is going to have an interview meeting with you separately. And another thing I would suggest, can we have how to say, a consultation with the whole community? Can we speak to the whole community? You, as chief, you can organize, then we discuss and we find together a solution. Et j'aimerais, si vous permettez, vraiment affirmer que ce qui compte pour nous, c'est la qualité des soins, et nous avons une crainte, c'est que ces exigences de votre part complètement légitimes peuvent entraîner aussi, finalement, une très mauvaise qualité des traitements, et c'est ce vers quoi nous ne souhaitons absolument pas nous orienter. Avec Monsieur le maire, nous avons convenu que l'enjeu était sanitaire, qu'il convenait d'apporter une solution en phase avec les problématiques qui commencent seulement à s'ouvrir. Et donc ce que l'on souhaite maintenant, c'est vraiment en discuter. Et nous allons trouver une solution. Je pense que la gouvernance de ce centre de santé partagé, qui vous permettrait les uns et les autres, à des moments clés dans l'année, quelque part de préempter cet établissement, de le faire vôtre, pourrait être une des solutions. Merci. Et les femmes, je pense, de ce point de vue, pourraient sans doute être absolument indispensables à la découverte d'un accord, parce que je vais compter énormément sur vous, ainsi qu'avec les médecins. Merci. Alors, comme effectivement vous proposez cela, je vous propose une méthode. D'abord, vous rencontrez les représentants qui se sont exprimés aujourd'hui. Ensuite, vous revenez vers nous et avec le docteur, nous allons faire une petite synthèse et adapter le projet, car visiblement, il y a besoin d'une adaptation de ce projet, tout en gardant le même budget, naturellement. Évidemment. Alors juste là, ce qui va se passer, c'est hélas ce qui nous arrive jamais, ça s'appelle sauvé par le gong. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve, hein, la dame là, regardez tous, hein, c'est pas une invention, mais je vous dis une chose, c'est que je pense qu'on va garder la dame avec nous pour plus tard, parce qu'il y a des moments où on aimerait vraiment avoir une dame comme ça. Merci beaucoup. Et merci à vous tous, hein, d'avoir eu la patience d'écouter.